tous bien ou pas? Oui, Ouais, Oui. nickel. Bonjour. Ok, parfait. Je rappelle rapidement mon parcours. Moi, j'ai fait un BTS aménagement paysager. Et ensuite, après mon BTS, j'ai fait l'école du paysage de Marseille pour être paysagiste concepteur. Et là, je suis sorti de l'école il y a 2 ans, 3 ans. Et aujourd'hui, j'ai deux activités. Je travaille majoritairement à la ville de Lyon au service espace vert, dans la conception d'espaces publics. Et en parallèle, j'ai aussi ma micro-entreprise où je fais plutôt de la conception de jardins de particuliers. Du coup, j'ai un peu de vision là-dessus. Et aujourd'hui, je vais vous parler, je vais aborder la conception des jardins et des massifs à travers un de mes projets que j'ai réalisé en 2018, et sur la thématique des jardins économes en eau. Voilà, du coup, je vais commencer la présentation. Euh, Hop, j'active le panorama. Donc là, j'ai mis en grand écran. J'espère que vous voyez tous bien. Voilà, très bien. Du coup, ce que je disais, c'est que ma présentation, elle va se dérouler autour d'une étude de cas, donc un jardin qui s'appelle le Jardin des Nymphes à Marseille. Donc c'est un jardin que j'ai réalisé il y a 2 ans. Et je vais partir de la conception du jardin à sa réalisation jusqu'à sa gestion. Comme ça permet de voir un peu toutes les étapes du projet. Voilà, donc le jardin des nymphes, donc il se situe sur la ville de Marseille. On voit sur la carte ici, c'est la ville de Marseille. Il est au sud, sur le littoral, au niveau des plages du Prado, pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment un jardin sur la côte. Euh, il fait 200 mètres carrés, donc c'est un petit jardin. Et il a été réalisé en mai 2018. Donc finalement, ça fait bientôt 3 ans en fait. Et donc, c'est un jardin public qui est ouvert 24 heures sur 24. Il est exposé vraiment à tous. Du coup, on commence par la conception du jardin avec la question sur quoi se baser pour faire la conception d'un jardin. Donc là, on voit sur la photo à droite, c'est le site avant la réalisation du jardin. Donc en gros, c'est sur le littoral, les plages du Prado. Euh, Il y a les plages juste au bord de la mer et un peu en arrière, il y a un grand parc avec des vastes pelouses. Et là, l'idée du service espace vert de Marseille était de venir créer un petit jardin autour des deux bancs. Et du coup, pour la conception du jardin, d'abord, on se base pour concevoir un jardin, on doit d'abord déterminer les besoins du client. Donc, le client, là, c'était la ville de Marseille avec le service espace vert. Et donc, on se base vraiment sur ses besoins. On doit lui poser des questions sur quelles sont ses envies pour son projet, quels usages il envisage. Est-ce que c'est un jardin où on vient juste pour s'y promener? Est-ce que c'est un jardin où on va vouloir venir se poser sur des bancs? Est-ce que c'est un jardin qui doit être comestible, etc., etc. Donc là, les usages, c'est vraiment très important. Dès le départ, on doit déterminer quels vont être les usages du jardin. Et ensuite, évidemment, il y a la question du budget. Combien le client est-il prêt à mettre dans la création de son jardin? Mais aussi, pas que dans la création, mais il y a aussi dans la gestion. Et ça, c'est hyper important. C'est quelle gestion il envisage pour ce jardin. Est-ce qu'il est prêt à intervenir souvent? Est-ce qu'il veut mettre beaucoup d'argent est-ce qu'il veut engager des jardiniers? Ou est-ce que, à l'inverse, il veut presque pas s'en occuper? Et est-ce qu'il a un petit budget finalement? Donc ça, c'est hyper important de savoir dès le début euh, à quel point on va gérer ou pas ce jardin. Et donc, une fois qu'on a déterminé les besoins du client, on va se confronter au terrain et du coup, aux contraintes du site, il va falloir déterminer aussi ces contraintes. Donc, souvent,
il y a déjà aussi le climat, la question du climat qui va différer en fonction de où est le projet. Donc forcément, là, on n'a pas le même climat que par chez vous. On est sur un climat méditerranéen, avec, du coup, c'est pas les mêmes contraintes. Aussi, sur la question du sol, très important pour les plantations. La question de l'exposition, donc est-ce qu'on va être plutôt au soleil, plutôt à l'ombre, plutôt à la mi-ombre? Est-ce qu'on est exposé aussi aux embruns de la mer, par exemple? Donc ici, c'était le cas. On avait un climat à la fois méditerranéen, donc très chaud en été, avec des périodes de sécheresse assez longues, sur un sol pauvre et sec, avec une exposition en plein soleil, euh, en plein vent aussi, et les embruns, du coup, les vents chargés de sel. Du coup, on va dire, on avait vraiment des contraintes très dures sur ce jardin. Et il y a aussi les contraintes d'accès. Donc là, il y a un chemin, on peut facilement y accéder en voiture, par exemple. Donc pour la gestion, c'est assez facile. Mais il y a aussi l'accès au public. Est-ce qu'on est sur un espace public? Est-ce qu'on est sur un espace privé? Quand on fait un jardin de particulier, et ben, en général, l'accès, il se fait que pour les propriétaires du terrain. Donc on va dire qu'on va limiter la casse des plantations, alors que quand on est dans un espace public, bah, c'est très différent parce que potentiellement tout le monde peut y aller, tout le monde peut piétiner, donc il y a des contraintes en plus. Et une fois qu'on a listé les besoins du client, les contraintes du site, de là, on va pouvoir faire une proposition. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on se base avant quelconque idée. Il faut vraiment prendre en compte tout ça. Ensuite, la question du choix des plantes. Et ben, évidemment, les plantes doivent être adaptées aux contraintes qu'on a dit tout à l'heure. Donc là, pour le coup, moi, les plantes, il fallait qu'elles soient adaptées aux contraintes climatiques qui étaient très rudes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, pour ce faire, on s'est tourné plantes adaptées au climat méditerranéen. Et donc, en fait, on s'est inspiré des plantes qui poussent naturellement méditerranéen, c'est-à-dire dans le bassin méditerranéen, on voit sur la carte les petits points orange. Ensuite, en Australie, les petits points jaunes, c'est aussi une région soumise au climat méditerranéen. En Afrique du Sud, au Chili et en Californie. Donc tout ça, en fait, c'est des zones qui ont en commun, même si elles sont très loin, en fait, elles sont soumises au même climat, le climat méditerranéen. Et ce qui veut dire qu'en allant observer ou si on ne peut pas se déplacer sur place, c'est en étudiant dans des livres, par exemple, ou sur Internet, quelles plantes poussent naturellement dans ces milieux, et ben on va trouver les plantes qui, naturellement, vont être adaptées à ce climat-là. Ce qui nous fait quand même une belle palette végétale pour faire un beau jardin. Et ensuite, une fois qu'on a des plantes adaptées à ces contraintes, il faut quand même qu'on puisse aller chercher ces plantes le plus localement possible pour éviter d'aller chercher des plantes, par exemple au Chili. Il faut qu'on arrive à trouver en France, près de notre chantier, des pépinières, des pépiniéristes qui produisent ce type de plantes. Donc ça, c'est pas forcément évident. Mais nous, on a quand même réussi à trouver, en s'orientant vers plusieurs pépiniéristes, mais quand même, on est allé voir 5 pépiniéristes différents, donc c'est quand même pas mal pour un petit jardin comme ça. Mais on s'est orienté vers des producteurs spécialisés dans les jardins méditerranéens. Du coup, on n'est pas allé bien loin, on s'est essentiellement tourné vers la région, ce qui limite aussi les transferts de camions. On n'est pas allé en Italie, par exemple, chercher les plantes. Donc ça, c'est important aussi. Ensuite, est-ce qu'on va choisir des plantes qui poussent localement? Par exemple, si vous êtes à Marseille, on aurait pu aller choisir des plantes qui poussent que dans les calanques. Mais on peut aussi se dire, on va quand même se tourner vers des plantes exotiques, c'est-à-dire qui ne poussent pas naturellement dans la région. Et c'est ce qu'on a fait. On est quand même allé chercher des plantes qui ne poussaient pas que à Marseille, mais on est allé chercher des poussées en Californie, en Chili, en Australie, parce qu'elles étaient adaptées au climat méditerranéen. Et du coup, on s'est permis cette liberté
on ne serait pas allé chercher des plantes qui poussent, par exemple, en Russie, parce qu'on savait qu'elles n'étaient pas adaptées. Donc, on s'est dit, OK, on peut se permettre d'élargir la palette végétale en s'orientant vers des plantes exotiques, mais on s'oriente que vers des plantes qui sont adaptées au climat. Du coup, l'idée, c'était voilà, de prendre les plantes de ces différentes régions et de les rassembler dans une seule parcelle, le jardin des nymphes. Ensuite, l'aspect général du jardin, une fois qu'on a une idée de notre palette végétale qu'on veut introduire, c'est quel aspect on veut donner à notre jardin. Est-ce qu'on veut donner plutôt un aspect naturel ou est-ce qu'on veut plutôt tendre vers quelque chose de très architecturé, comme un jardin à la française, par exemple? Bah, du coup, nous, pour le coup, sur notre projet, on s'est orienté vers un jardin plutôt naturel. Et du coup, on s'est inspiré d'un courant de paysagistes qui s'appelle les jardins naturalistes, ce qui veut dire, en gros, c'est les jardins qui s'inspirent des paysages naturels. Euh, on essaye de reproduire ou d'imiter des paysages qu'on trouve naturellement, comme le paysage des Calanques, par exemple, dans un jardin. Un aspect, ça va faire écho un peu aux prairies naturelles. Donc c'est ça l'effet recherché à travers l'emploi des graminées en groupe. Et on va dire, dans toutes ces masses, on a les plantes disséminées, qui sont les petits points bleus. En gros, c'est des plantes qui vont émerger, qui sont un peu disséminées aléatoirement dans toutes ces masses, et c'est elles qui vont venir faire des surprises. Donc, par exemple, des bulbes, c'est elles qui vont venir apporter une surprise pendant un moment de l'année, une floraison ou une grande émergence à travers les matrices. Et donc, en tout cas, c'est ma démarche quand je fais un plan de plantation, c'est je divise en quatre mes types de plantes, comme je viens d'énoncer, et ensuite j'essaye voilà, de faire des masses. Donc là, c'est un peu aléatoire parce que j'avais envie de donner une image un peu naturelle du jardin. Pour donner un aspect naturel. Après, il y a quand même une réflexion, par exemple, autour des bancs. J'ai mis pas mal de plantes couvre-sol qui résistent au piétinement parce qu'on savait que proche des bancs, eh ben, les gens, ils allaient marcher, ils allaient piétiner. Donc, on a mis beaucoup de couvre-sol et quand même, derrière, on a mis des plantes de structure pour se sentir un peu adossé. Donc, et pareil, en termes de derrière, dans les limites du jardin, on a mis des espèces de on a mis des plantes de structure donc, qui sont en port un peu moutonnant, qui seront là toute l'année. On les a mis un peu comme des barrières naturelles parce qu'on savait que les gens pourraient venir de derrière et pour anticiper un potentiel passage au début dans le jardin, on s'est dit on va mettre les plantes de structure aussi derrière pour stopper un peu le passage à travers le jardin. Voilà. Et du coup, une fois qu'on a fait, qu'on a divisé en quatre et qu'on a dessiné les formes, ensuite on peut sélectionner les plantes, les plantes qu'on veut mettre précisément dans le jardin. Ce qui fait qu'après on peut se faire par exemple un tableau où on se dit bon bah il me faut, je sais pas, j'ai envie de 5 plantes de structure et donc je choisis 5 plantes de structure qui me plaisent bien. Je sais pas, un hortensia, un buis et un pistachier lentisque. Et ensuite, couvre-sol, pareil, on en sélectionne deux, trois, des pervenches, du lierre et de l'aquilée, des graminées, pareil, des plantes disséminées, pareil. Et après, on fait notre plan de plantation. Voilà, le plan de plantation. Donc là, c'est un peu compliqué, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on a tous un peu nos façons de faire des plans de plantation.
Mais du coup, moi, je le fais en deux fois. La première fois, je le fais en dissociant les 4 structures. Et ensuite, je rentre dedans et je sélectionne les plantes à l'unité. Et donc, j'ai pas mis la légende, mais on va pas rentrer dans le détail parce que j'ai quand même mis, je sais pas, j'ai dû mettre entre 25 et 30 espèces différentes. C'est pas là que c'est intéressant, mais par exemple, là, dans les masses de plantes de structure, on a de la lavande, des sauges, des doricniums, enfin des plantes vraiment qui ont des pores en coussin structurants. Et moi, ce que je fais quand je fais un plan de plantation, je mets toujours, parce que le plan de plantation, en fait, c'est pour qu'ensuite, sur le terrain, on puisse savoir où sont les plantes exactement pour pouvoir les planter. Du coup, moi, je mets toujours, quand je fais une tâche, euh, je mets le nombre de plantes de la même espèce. Là, par exemple, j'ai mis lavande, j'ai fait une grosse tâche et bon, là, on le voit pas bien, mais je sais pas, ça doit être indiqué 2. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 lavandes dans cette tâche. Et ensuite, je rajoute, pour que ce soit plus facile à implanter, parce que c'est vrai que c'est quand même pas évident à implanter en vrai sur le terrain, mais c'est faisable. J'ai mis une grille où en gros 1 carré égale 1 mètre. Donc quand on est sur le terrain, ensuite on prend le plan de plantation avec la grille, on se base sur des points fixes comme par exemple le banc, et, et pour implanter les végétaux, et on calcule assez facilement avec un pas, on se dit un pas égale 1 mètre. Donc en partant de ce point-là, de l'angle du banc, on fait un pas et on se dit, bon bah là, sur 1 mètre, il va avoir une tâche de couvre-sol, et après les arbustes, ils vont commencer sur 1 mètre, etc., etc. Donc voilà, ça c'est ma manière de faire les plans de plantation. Évidemment, c'est pas faisable sur tous les sites. J'ai envie de dire, chacun a sa manière pour faire un plan de plantation. Mais voilà comment moi je procède en tout cas. J'avais une petite Ensuite, question, excusez-moi. ouais, Au niveau des plans de structure, oui, enfin, vous pouvez mieux définir ce que c'est qu'une plan de structure, parce que du coup, c'est vrai que c'est vaste. Est-ce que ouais. ça peut être compris des petits arbustes? C'est vraiment juste une plante? Est-ce que les vivaces font partie des plans de structure, par exemple? Bah, pour moi, les plans de structure, c'est ce qui visuellement va structurer un jardin. Donc souvent c'est des arbustes quand même, parce que visuellement les arbustes vont avoir un impact. Enfin, les arbustes sont plus gros que les vivaces de manière générale. Euh, et en général, ils ont un port, les plantes de structure ont un port euh, un peu arrondi. Et puis, mais ça peut aussi être des vivaces, comme je pense par exemple aux euphorbes. Je ne sais pas si vous voyez à quoi Ouais, ça ouais, je vois. ressemble les euphorbes, mais les euphorbes ont un feuillage persistant et vont venir visuellement structurer l'espace parce qu'elles forment naturellement des boules. Enfin, pas des boules exactes, mais elles ont un port un peu moutonnant. Donc, une plante vivace peut aussi faire partie des plantes de structure, mais il n'y a pas de règle générale, mais il faut juste se poser la question en se disant, cette plante, est-ce qu'elle est plutôt bien, si tu aimes bien une plante, tu te demandes, est-ce que visuellement, elle va plutôt structurer l'espace, ou est-ce qu'elle va plutôt, elle a un port un peu bizarre euh, qui vient plutôt émerger, allongé, en hauteur. euh, et est-ce que je ne la situe pas plus dans des plantes disséminées, euh, ou alors si c'est des couvre-sols, et ce sera plutôt dans l'emploi de couvre-sol. D'ailleurs, les couvre-sols, en général, on les plante tout le temps en masse. On ne plante pas juste une pervenche toute seule. Euh, on les plante, je sais pas, par 10, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est compliqué à définir exactement ce que c'est une plante de structure, mais c'est plutôt à toi de te dire quand tu aimes bien une plante, bah oui, par exemple, l'hortensia, comment je le vois? Est-ce que je le vois plutôt comme une plante de structure ou non, bah finalement, l'hiver, ça perd ses feuilles, donc en fait, c'est pas très structurant, le mettre comme une plante de structure. D'accord, ouais.
persistant quand même. Comment? Que ça soit automatiquement du persistant. Et après, pour tout ce qui est plante graphique, on peut mettre, comme vous dites, des euphorbes, etc. Oui. Pour faire du remplissage graphique, mais que ça soit plus ou moins haut selon les saisons. Ouais. Et après, garder toujours une certaine hauteur avec les structurantes, quoi, en fait. C'est ça. Après, c'est pas tout le temps forcément persistant, mais ça l'est souvent, parce qu'il y a des plantes qui sont pas persistantes, mais qui vont perdre leurs feuilles, mais leur port est tellement arrondi, et ça c'est moins vrai dans les paysages du Nord, mais plus dans le Sud, en Méditerranée, il y a des plantes qui perdent leurs feuilles, mais en fait, par exemple, elles ont un port arrondi avec plein d'épines. Et en fait, elles gardent leur port arrondi avec leurs épines, elles sont très denses et finalement, elles restent structurantes même quand elles perdent leurs feuilles. Mais Ouais, même si en général, c'est quand même plutôt des persistantes. d'accord, Ok. ouais. Merci. Bon, Pas de merci. souci. Et du coup, une fois qu'on a notre plan de plantation, on passe à la réalisation. Voilà, je redécompose rapidement, hein, mais également de l'eau. Et pour ça, c'est pas possible si le sol est compact. C'est pour ça qu'on décompacte le sol. Je reviens au travail du sol. Une fois qu'on a fait le décompactage, euh, il faut affiner la terre pour simplement pour pouvoir planter assez facilement. Pour pas qu'on puisse planter dans des grosses mottes, on vient affiner la terre pour planter facilement. Et une fois que la terre est assez fine, qu'on la juge assez fine, on peut passer à ce qu'on va appeler l'amendement. Donc souvent, on dit qu'il faut enrichir un sol, donc par exemple avec du compost ou avec du fumier, mais ce n'est pas valable tout le temps. Plus judicieux de le drainer pour éviter que l'eau stagne en hiver. Même rajouter des cailloux. Donc c'est un peu une logique à part qui se fait rarement, mais là pour le coup, on l'a fait. Là, on le voit d'ailleurs sur la photo automnale et printanière. Parce qu'en fait, c'est ça le risque avec les plantes méditerranéennes, je sais pas, comme la lavande ou le romarin. D'ailleurs, souvent, elles ont une espérance de vie assez faible parce que, en fait, à la chaleur ou de la sécheresse, elles meurent de la pourriture. Donc l'hiver, l'automne, elles vont pourrir par excès d'eau. Donc pour éviter cet excès d'eau, il faut drainer, il faut apporter du caillou ou du sable, les planter peut-être un peu en mode but pour que l'eau ne stagne pas. Et il faut aussi éviter le paillage organique sur ce type de plante. Mais ça, j'y reviens tout à l'heure. Donc là, pour mon cas précis, on a amendé le sol en l'appauvrissant finalement. Mais dans beaucoup de cas, quand même, en général, on fait quand même l'inverse. On l'enrichit le sol en matière organique, souvent avec du compost. Voilà, une fois que le travail du sol est fait, on peut disposer les plantes et puis planter. Donc là, c'est un peu l'étape délicate où en général, il faut que la personne qui a fait le plan de plantation soit là pour aider les jardiniers à planter, poser, parce que c'est vrai que ça peut être compliqué. Donc là, moi j'étais là avec mon plan de plantation, avec ma grille, comme j'ai dit tout à l'heure, et on a d'abord disposé toutes les plantes de structure, donc en gros tous les arbustes. Et on s'est gardé des chemins pour passer où en fait c'était les futurs emplacements des plantes couvre-sol et des graminées. Et une fois que tout est disposé, on peut faire éventuellement des petits ajustements si on se rend compte qu'il y a des endroits où finalement ça ne marche pas en vrai. Et ensuite, on attaque à planter. Voilà. Là, j'ai fait un schéma pour récapituler un peu toutes les étapes d'une plantation d'arbustes et de vivaces. Donc ça se lit de gauche à droite, la première ligne et ensuite la deuxième ligne. Donc il y a des étapes qui peuvent paraître vraiment bateaux, hein, mais forcément la première étape, c'est on enlève le pot. Le pot, qu'est-ce qu'on en fait aussi? C'est une question qu'on peut se poser, parce que ça reste du plastique. Si on peut le valoriser, c'est bien. Si on peut le réutiliser, souvent ça peut être par le pépiniériste. Donc on garde les pots, ceux qui sont en bon état, et on le rend au pépiniériste. Ensuite, une fois qu'on a enlevé le pot, en général, on a quand même une motte assez dense
faite par les racines qui ne pouvaient plus pousser. Et du coup, c'est assez compact. Donc, on vient griffer la motte. Donc, soit on le fait avec ses mains, mais parfois, c'est trop compliqué. Donc, par exemple, on peut s'aider d'une petite griffe à main. Et on vient, en gros, déchignonner tout ça. Ce qui fait que les racines vont plus facilement... elles sont prêtes, en fait, à aller s'enraciner dans la terre extérieure. Si on loupe cette étape et que la motte était trop dense, parfois les racines ne peuvent pas, en fait, elles restent dans leur ancien emplacement du pot, et elles ne viennent pas s'implanter dans la terre. Donc en fait, cette étape, trop souvent, elle est oubliée, et en fait, elle est importante. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, une étape qu'on ne fait pas forcément, qui n'est pas obligatoire, mais qui quand même favorise la reprise, c'est le bassinage. Donc en gros, on vient tremper la motte dans un seau d'eau. Et en gros, quand on trempe, il y a entre les racines et la terre dans la motte, il y a en fait des vides d'air. Et ces vides d'air, il suffit de tremper une motte et on voit il y a des bulles d'air qui remontent à la surface. Ça veut dire qu'il y avait bien des vides d'air dans la motte. Et du coup, ces vides d'air, ils peuvent, si on ne les comble pas avec de l'eau dès le départ, ça peut assécher les racines si on n'arrose pas bien à la plantation. Du coup, c'est pour ça qu'on fait le bassinage, c'est pour enlever ces vides d'air, pour éviter que les racines ne sèchent. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc c'est simple, il suffit pour vérifier si on a bien imbibé la motte, il suffit de bien plonger la motte dans l'eau et on va voir les bulles d'air et on va entendre aussi, elles remontent à la surface et quand il n'y a plus de bulles d'air, ça veut dire que le travail est bien fait. Ensuite, on creuse son trou en partant du fait qu'on a quand même bien travaillé le sol avant, par exemple avec un motoculteur si c'est une grande surface, ou sinon à la bêche et au croc. Et une fois que le travail du sol a bien été fait, il suffit de venir avec un plantoir. Si c'est trop dur, on vient avec une bêche. On creuse un trou plus grand, évidemment, que la motte. On met la terre juste à côté. Ensuite, on dispose la plante dans le trou. Et l'étape importante, c'est de bien mettre le collet au même niveau que le sol. Donc le collet, c'est la jonction entre les racines et la tige. Et il ne faut pas l'enterrer, parce que si on l'enterre, le risque, c'est que ça pourrisse. Si on le met trop haut, le risque, c'est que la motte des racines sèche. Voilà. Ensuite, une fois que c'est bien disposé, on rebouche le trou avec la terre qu'on a mis de côté. Et une fois qu'on a rebouché, il faut tasser. Et là, petit détail, c'est qu'il on tasse pas sur la motte. Parce que si on tasse sur la motte, on vient abaisser le collet en dessous du niveau du sol. Donc, on tasse autour de la motte et pas sur la motte. Et ce qui fait que souvent, on tasse autour de la motte et en fait, on se retrouve avec des vides de terre. Donc, ça veut dire qu'il faut ramener un peu de terre pour remettre bien le niveau. On vient former, donc ça, c'est dans l'idéal, bien sûr, mais quand il y a beaucoup de plantations et beaucoup de vivaces, on ne le fait pas sur toutes les plantes, mais surtout sur les arbustes, on vient former une cuvette. En fait, la cuvette, c'est une sorte de rempart de terre autour de la plante qui va concentrer l'eau à l'arrosage au pied de la plante, ce qui permet que l'eau en fait ne s'écoule pas partout dans le massif, mais bien au pied de la racine. Et on va arroser abondamment dans la cuvette, et comme ça, l'eau, elle va s'infiltrer en profondeur, et les racines, elles vont aller chercher l'eau, du coup, en profondeur. Ce qui fait que les racines ne vont pas stagner en surface, elles vont aller chercher en profondeur. Du coup, elles seront résistantes à la sécheresse. Et ensuite, on peut pailler son sol. Ça dépend du contexte, mais souvent, ça va être avec du BRF, bois raméal fragmenté. En gros, c'est des branches, c'est du broyat de branches. Donc, mélange de jeunes branches et de feuilles. Donc, c'est un mélange assez équilibré qui va bien enrichir le sol en matière organique.
Sauf que moi, tout à l'heure, j'ai dit sur mon chantier que je ne voulais pas enrichir mon sol. Du coup, je ne mets pas de BRF, mais je vais mettre plutôt des cailloux en paillage. Là, pareil, je m'inspire des paysages naturels. Par exemple, je vais dans les calanques, je regarde le sol. Globalement, le sol, il n'est pas jonché de feuilles mortes, il est plutôt jonché de cailloux. Du coup, je mets un concassé, je mets du gravier. En général, voilà, entre 5 à 10 cm. Voilà pour la plantation. Bon, voilà ce que ça donnait à la plantation. Donc là, comme on était dans un climat très rude, il fallait qu'on plante petit. Si on plantait des trop grands végétaux, ils risquaient de ne pas supporter les premières chaleurs estivales. Parce qu'en gros, plus on a de feuilles, plus l'arbuste ou la plante va transpirer. Et du coup, elle va avoir besoin de plus d'eau. Du coup, si on veut réduire ses besoins en eau au début, il faut planter petit. Et donc, en plantant petit, on permet au jardin de plus facilement s'implanter en étant économe en eau. Voilà. Donc là, on voit que on a mis des cailloux, mais pas partout, parce que, on va dire, pour l'eau, c'était intéressant pour éviter que les herbes spontanées poussent aussi. Par contre, si on avait tout recouvert de cailloux, visuellement, ça n'aurait pas eu le même impact. C'est-à-dire que là, il y a quand même un contraste entre le blanc du caillou et le noir de la terre. Et on avait formé aussi, on n'en avait pas mis partout, on avait fait le contour des cuvettes comme ça, ce qui fait que ça faisait un contraste. Donc visuellement, c'était aussi intéressant pour faire passer le fait que même si on a planté les végétaux petits, on a essayé de trouver une alternative en jouant aussi sur le paillage, le paillage de cailloux, pas complet sur tout le massif, mais en partie. Donc ça fait un effet un peu lunaire avec des petits cratères. Donc le paillage, il n'est pas systématique à la plantation, mais par contre, à terme, c'est mieux de le systématiser. Une fois que les plantes ont bien poussé, c'est mieux de pailler effectivement. Ensuite, une fois que le jardin est réalisé, on passe à la gestion du jardin. Finalement, le jardin commence, une fois qu'il est planté, à vivre. Et donc là, la grosse question, c'est l'arrosage. Donc j'ai dessiné plusieurs schémas d'arrosage. Si on arrose à asperceur, c'est pas pareil que si on arrose à goutte, c'est pas pareil que si on arrose au tuyau à la cuvette. Donc là, on le voit bien, c'est que notre pratique d'arrosage va induire un développement différent des racines. Si on arrose à asperceur, en général, on arrose quasiment tous les jours, mais pas beaucoup. Donc les racines, elles vont rester en surface, parce qu'elles vont aller chercher l'eau là où elle est, c'est-à-dire en surface. Pareil pour le goutte à goutte. Les racines se concentrent au niveau du petit trou du goutte à goutte, et les racines, du coup, elles restent proches du goutte à goutte, enfin du trou du goutte à goutte. Par contre, si on forme une cuvette, qu'on arrose beaucoup pour que l'eau s'infiltre en profondeur, les racines, elles vont aller en profondeur. Donc là, on voit une illustration, quand on avait planté le jardin, on arrosait. En gros, on remplit bien la cuvette une fois, on laisse l'eau s'infiltrer et on la remplit une deuxième fois. Donc ça, c'est l'équivalent d'un arrosage. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que si on veut un jardin économe en eau, il faut arroser beaucoup, mais peu souvent, pour que ça soit bien en profondeur. Parce que si on arrosait pas beaucoup, mais souvent, l'eau, elle reste en surface, et du coup, les racines aussi. Donc retenez bien ça, arroser beaucoup, mais peu souvent. Globalement, en termes de fréquence, dans le sud, à Marseille, nous, on était partis sur 2 fois par mois. Donc en gros, toutes les 2 semaines, on arrosait une fois beaucoup. Durant les 2 premières années, de mai à octobre. Donc en gros, quand il pleut, quasiment pas, quoi. Et par contre, de octobre à mai, on laisse les pluies faire leur boulot. Donc on n'arrose pas. Ce qui fait qu'on arrive à se limiter quand même pas mal d'arrosage. Donc si on suit ce principe,
de 2 fois par mois pendant 6 mois pendant les 2 premières années, enfin, ça fait 12 arrosages par an. Donc, pendant les 2 premières années, ça fait 24 arrosages par an, tous les 2 ans par an. Et après, on n'arrose plus du tout. Les plantes, elles sont censées être autonomes en eau parce qu'on a choisi des plantes qui poussent naturellement dans ces milieux-là. Voilà. Donc, c'est vraiment l'arrosage. En fonction du type d'arrosage, on va induire vraiment un avenir du jardin qui peut vraiment être différent. Le mieux, c'est de planter à l'automne, parce que comme ça, on plante, on arrose une fois, et après on laisse les pluies d'automne, hiver, printemps faire leur boulot. Et on réattaque l'arrosage que en mai. Par contre, parfois, on ne peut pas planter à l'automne, on plante plutôt au printemps. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait sur notre jardin, on a dû le livrer au printemps. Donc ça veut dire que dès le départ, on arrose. Donc les plantes, elles ont un peu plus de mal à s'enraciner, mais bon, elles y arrivent quand même. Mais bon, globalement, il faut éviter l'hiver quand il gèle et il faut éviter le plein été quand il fait trop chaud. Donc voilà pour l'arrosage. Donc ça, vraiment, l'arrosage, c'est le moment crucial durant les 2 premières années. Ensuite, il y a le désherbage aussi. Donc on vient vraiment sélectionner les plantes qu'on garde et celles qu'on enlève. Parce que quand on fait un jardin naturaliste, donc qui s'inspire de la nature, on n'a pas envie que notre jardin soit parfaitement comme on l'a conçu. On est prêt à accepter qu'il y ait des plantes qui arrivent et des plantes spontanées qui arrivent et qui se développent. On est prêt aussi à se dire, parce que là, l'un des objectifs aussi, c'était de planter des végétaux qui se ressèment naturellement et qui viennent coloniser le jardin. Par exemple, on a planté de la lavande dentée qui en fait se ressème très bien dans les cailloux. Et effectivement, on l'a plantée. On a planté quelques sujets et après la floraison, elle a eu ses graines. On n'a pas taillé la lavande tout de suite, on l'a laissé semer. Et à l'octobre suivant, on a vu des petites lavandes dentées pousser dans un caillou. Et donc on s'est dit, tiens, c'est intéressant de garder cette lavande ici parce que ça a formé une masse intéressante. Ou à l'inverse, on s'est dit, ah non, ici on pense que c'est pas judicieux de la laisser, donc on l'enlève. Là, on voit, il y a du couvre-sol, les petites fleurs blanches, là, c'est du lipia, c'est une plante couvre-sol qui est très envahissante finalement. Et donc, on avait envie de garder des taches de cailloux, donc on enlevait du lipia sur une partie. Et parfois, même dans le lipia, il y avait des petites plantes spontanées comme du plantain, là on voit du plantain. Et on n'avait pas envie de désherber tous les petits plantains dans le lipia. Du coup, on s'est dit, c'est pas grave, finalement, on le laisse comme ça, visuellement, c'est pas choquant, c'est même plutôt sympa. Du coup, on le garde. Donc, globalement, dans un jardin naturaliste, vraiment, on doit se poser des questions en observant le jardin. On se pose des questions, on se dit, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on l'enlève? Mais il n'y a pas une règle systématique qui dit, on l'enlève. C'est ce que je disais sur le désherbage de sélection. On n'est pas obligé de tout enlever. On n'est pas obligé de tout garder non plus. Il faut observer, se poser les questions de quel avenir on veut pour le jardin. Et de là, on peut agir et enlever certaines plantes. Voilà, donc là, on a une photo 2 ans après. Donc ça, c'était la plantation. Et 2 ans après, on voit que finalement, on a réussi notre pari. Donc ça, c'était en 2018 à la plantation. Et ça, c'est en 2020, 2 ans après. Donc, sur cette photo, on voit quand même une évolution flagrante. Et on a réussi notre pari de planter petit, d'arroser beaucoup, mais peu souvent. Et 2 ans après, on voit que les plantes, elles ont vachement poussé. Et on voit bien, pour le coup, les plantes de structure. Là, vous les voyez bien. On a joué aussi sur les contrastes. Vous voyez des plantes de structure au feuillage vert, mais aussi des plantes de structure au feuillage argenté. Et quand je parlais de répétition aussi, par exemple, là, on en a au premier plan, on en a au second plan, et on en a même derrière encore. Et entre les deux, on a des tapis de couvre-sol. Et on a des graminées de temps en temps, même si sur ce jardin, les graminées, c'était un échec, parce que là, on voit, par exemple, on a planté des graminées, sauf que c'était les seules plantes
globalement qu'on a eu gratuitement par une pépinière, en gros, qui vidait ses stocks de plantes. Donc elle nous a donné des plantes, mais elle nous a donné les graminées un peu pourries. Et quand on l'a planté, d'ailleurs, on a bien vu les racines, elles étaient toutes marron en restant, elles n'ont pas bougé de taille. Du coup, les graminées, c'était un peu un échec sur ce jardin. Mais finalement, il vit quand même plutôt bien parce qu'on a quand même des plantes qui viennent fleurir, ça c'est sympa. Voilà pour cette fois. J'ai fini. Là, c'est une autre photo du jardin 2 ans après. Donc, j'ai fini mon intervention. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je décris rapidement l'image, mais on revoit les plantes de structure. Derrière, on voit le banc. Enfin, finalement, on ne le voit pas, mais on le devine avec la qui semble assise un peu sur un coussin. On voit la fameuse plante émergente. Là, c'est un bulbe. On a gardé le bulbe a fleuri, c'est une asphodèle. On a décidé de garder même en graines parce que déjà, on a envie qu'il se ressème. Donc, on ne vient pas le tailler tout de suite. Et en plus, graphiquement, on trouve que c'est intéressant de le laisser. Après, on voit les couvre-sols. On voit quand même quelques graminées, mais un peu timides. Et on voit le contraste de couleurs entre le argenté et le vert. Et de temps en temps, des floraisons, des santolines, des euphorbes, des tulpagias. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur des étapes, sur le jardin, sur le projet. Voilà, je suis à vous. Et moi, c'était au niveau de l'entretien. Parce Oui. qu'on dirait qu'on voit vraiment ça a été taillé. La première année, vous avez taillé pour que ça soit plus épais, qu'il y a plus de ramifications. Alors, au niveau de la taille, il n'y a quasiment pas de taille. On dirait que c'est taillé, mais en fait, c'est pas taillé. C'est des plantes un peu magiques qui ont un port naturellement arrondi, qui est amplifié par le vent et les embruns qui viennent. En fait, c'est le vent qui sculpte naturellement les plantes aussi. Du fait qu'il y a beaucoup de vent, les plantes se développent moins en hauteur et elles prennent des pores un peu plus arrondis. Mais c'était aussi notre volonté au départ de dire on choisit des plantes au port naturellement arrondi, comme ça on n'a pas besoin de les tailler. Donc ça, c'est une plante du sud, hein, mais c'est un nom un peu compliqué, c'est Sarcopotherium spinosum. Donc c'est une plante justement qui a des petites feuilles vertes, mais pendant l'été, quand il fait trop chaud, elle perd ses feuilles. Et il y a juste les petites aiguilles, il y a juste les épines, c'est très très épineux. Il y a juste donc globalement, l'aspect de la plante n'est plus vert, mais il est plutôt orangé, marron, mais la forme est toujours là. Donc ça, on ne le taille jamais. Ça, c'est une centaurée. On taille pas non plus, sauf quand ça déborde du chemin, parce que finalement, ça devient tellement grand, ou parfois ça déborde sur des lavandes, on n'avait pas anticipé que ça devenait si grand. Mais sinon, on ne le taille pas non plus, c'est aussi un port arrondi. Les lavandes, pareil, en fait, on les taille pas. C'est pas des lavandes officinales, c'est des lavandes, c'est un autre type de lavande. Donc celles-là ont apparemment moins besoin d'être taillées. Les santolines non plus. On taille que, par exemple, les bulbes, là, une fois que ça s'est ressemé, on rabat à la base quand même une fois que c'est sec. Le gros du travail en termes d'entretien, donc forcément, c'est au début, le temps que les couvre-sols et que les plantes de structure s'imposent. Donc il y a quand même du désherbage, l'arrosage. Et une fois, maintenant que globalement les plantes ont quasiment tout couvert, c'est limiter l'expansion des couvre-sols presque. Le lipia est le lipia, c'est la plante couvre-sol verte qui ressemble à du gazon. C'est d'ailleurs une alternative au gazon. On peut le piétiner pas mal. Et donc c'est assez intéressant. Mais il se propage très très vite. Et du coup, nous, on n'avait pas envie que ça ressemble trop à un gazon non plus.
Donc on conservait quand même des masses de cailloux. Donc là, c'était pas désherbé encore, là, on voit. Mais on voulait conserver des contrastes de couvre-sol vert avec des masses de cailloux. Donc niveau entretien, c'est quand même le désherbage au début, quasiment pas de taille. Il y a presque plus de ramassage de déchets finalement, parce que on est dans un espace public où il y a énormément de monde, notamment durant l'été. Et puis l'arrosage pendant les 2 premières années. Mais sinon, même les jardiniers, ils étaient très surpris par le peu d'entretien, quoi. Donc c'était quand même une belle réussite, on trouvait. Parce qu'en gros, moi j'accompagne les gestionnaires, c'est le service espace vert de Marseille, c'est des jardiniers. Et moi, après la conception, la réalisation, je les ai accompagnés quand même dans la gestion du jardin sous forme d'atelier où en fait je venais 3 fois par an, en gros 1 fois par saison sauf l'hiver, où en fait je venais 1 fois une demi-journée et je jardinais avec eux. Et c'était le moment de voir quels étaient les problèmes rencontrés pendant leurs précédentes interventions, de voir si ils avaient des questions, et notamment sur quelle plante on garde, parce qu'on voyait qu'il y avait quand même pas mal de semis spontanés. Donc c'était intéressant à voir ça aussi. Voilà, donc globalement, c'était assez. En termes d'entretien, c'est assez peu d'entretien, quoi. Ok, d'accord, merci. Pas d'engrais, j'imagine. Comment? Pas d'engrais, j'imagine, parce que c'est vrai que ça, là, j'ai l'impression que ça a beaucoup poussé, mais... Ouais, pas du tout d'engrais, pas d'engrais, non. Et puis, on voulait. Enfin, c'est ce que j'ai dit, en gros, on évite. C'est des plantes méditerranéennes qui aiment les sols pauvres et secs, donc on évite d'enrichir, quoi. Et puis finalement, on voit bien qu'il n'y avait pas besoin d'engrais du tout. Le seul engrais, c'était l'eau et le soleil. Ça a bien marché. Ok, tout simplement. Au niveau de la commande des plantes, pour les locales et les plantes exotiques, Oui. au final, le local, ça vous a coûté bien moins cher que d'acheter des plantes exotiques ou En simplement... fait, on est allé voir des pépiniéristes qui étaient spécialisés dans les plantes méditerranéennes, et eux, ils produisaient à la fois des plantes qui poussent naturellement dans le bassin méditerranéen, donc que ce soit en France ou en Italie ou au Maroc, mais ils produisaient aussi des plantes plus rares qui venaient du Chili ou de la Californie. Par exemple, le tulbagia, les petites fleurs violettes qu'on voit là, qui viennent d'Afrique du Sud, on en voit pas mal, ça ressemble à des ciboulettes, on en voit de plus en plus. C'est originaire d'Afrique du Sud, mais les pépiniéristes locaux le produisent. Donc, Ah, en fait, d'accord. Donc tout venait du... Tout venait donc, on n'a pas du tout, on n'est pas allé acheter des plantes au Chili, on a D'accord, passé ça. Donc c'est les pépiniéristes qui, eux, par contre, ils ont une démarche un jour d'aller dans ces pays-là et d'aller acheter des graines ou d'aller carrément dans la nature et de récolter des graines. Et ensuite, ils revenaient en France et ils faisaient des tests et ils voyaient ce qui fonctionnait bien ou pas. Et petit à petit, ils ont eu une collection de plantes qui venaient d'un peu partout dans le monde, des régions du climat méditerranéen. Et après, une fois qu'elles avaient poussé, ils les reproduisaient par bouture ou par semis aussi. Donc, c'était vraiment un travail quand même de s'adresser à des pépiniéristes un peu spécialisés et qui étaient producteurs surtout. ouais. Parce que souvent, on appelle pépiniériste un peu n'importe qui, mais pour moi, un pépiniériste, c'est quelqu'un qui produit. Et malheureusement, souvent, les pépiniéristes, souvent, c'est juste des revendeurs qui achètent en Belgique, aux Pays-Bas ou en Italie, et qui revendent, qui font un peu grandir les végétaux et qui les revendent ensuite beaucoup plus cher. Mais nous, Oui, ça voilà. nous intéressait C'est une question. Ça va. Ouais. Et du coup, il y a quand même un travail de recherche de fournisseurs sérieux, intéressants, qui,
tout dépend de la région où vous êtes, mais globalement, dans chaque région, il y en a quand même des pépiniéristes producteurs. C'est juste qu'il faut les connaître. Donc au début, il y a quand même un travail d'aller les rencontrer, de voir comment ils produisent. Et une fois que vous avez vu les pépiniéristes qui vous plaisent et qui produisent des plantes qui vous intéressent, et ben là, ensuite, vous pouvez travailler régulièrement avec eux. Ok. Après, il y a le label, je ne sais pas si vous connaissez, le label végétal local, Oui, c'est qui ça. en gros est un label national, mais qui divise la France en régions. Et chaque région, en gros, dans chaque région, il y a des pépinières qui adhèrent à ce label. Et c'est des pépiniéristes producteurs qui vont chercher les graines dans la nature. Donc dans la nature, mais au sein de la région, par exemple Franche-Comté. Et donc ils vont chercher les graines, je sais pas, dans la forêt. Et après, ils les produisent eux-mêmes et ils les vendent. Et du coup, ils peuvent avoir le label végétal local. Mais c'est intéressant. Mais du coup, on va trouver que des plantes qui poussent naturellement dans notre région. Sauf que parfois, dans un jardin, et même souvent, on a aussi envie d'avoir des plantes un peu exotiques. Euh, et donc, nous, c'était le cas. C'était pas que de planter des plantes qui venaient des alentours de Marseille, mais c'était d'avoir des plantes qui venaient de partout dans le monde, mais quand même qui étaient adaptées au climat et aussi qui étaient produites quand même localement. Ils sont produits localement, mais les graines ne viennent pas. Enfin, à la base, les graines, en tout cas, venaient pas de France. Ils sont allés les chercher au Chili, ils les ont reproduits une fois, mais bon, une fois qu'ils avaient la plante, le pied mère dans la pépinière, et finalement, les graines ou les boutures, elles venaient de leur pépinière, donc elles étaient locales. Donc là-dessus, nous, ça ne nous pose pas de problème de temps en temps d'aller prendre des végétaux exotiques, tant qu'ils sont adaptés au climat ou aux conditions, et tant qu'ils sont produits pas trop loin de notre chantier. Tant qu'ils sont pas envahissants, surtout. Aussi, oui. Parce que du coup, après, c'est vrai que quand on les rapporte, c'est ça le plus gros souci qu'on a quand on va chercher à l'extérieur des plantes exotiques. C'est que quand Oui. elles deviennent envahissantes, du coup, ça devient des espèces invasives et qui vont se répandre dans le milieu naturel, alors qu'au départ, ils sont présents uniquement chez des particuliers où on a vu une création de massifs, par exemple. C'est ça. Ah oui. Et du coup, ça, c'est quand même un premier travail fait par les pépiniéristes, c'est que quand ils font leurs tests, leur expérimentation, euh, ils s'assurent et ils regardent ce qui marche pas. Et quand ça marche, ils essayent aussi de regarder à quel point c'est envahissant. Et à certains moments, ils se disent, ah non, celle-là, elle est trop envahissante, elle se ressème beaucoup trop, ou elle fait des drageons beaucoup trop puissants, donc on la met pas en vente. Donc il y a quand même un gros travail déjà fait par les pépiniéristes. Et après, c'est sûr que nous aussi, en tant que concepteurs, il faut aussi s'assurer, quand on fait notre choix de palette végétale, il faut quand même qu'on se renseigne aussi sur chaque plante. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas louper. Ok, merci. Et juste aussi, j'avais quand même une autre diapo, c'était si vous voulez aller plus loin, quelques bouquins ou pour ceux qui aiment moins lire des comptes Instagram euh, sur les jardins naturalistes, donc les jardins qui s'inspirent de la nature. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple un paysagiste qui s'appelle Piet Oudolf, c'est un peu le référent des jardins naturalistes. C'est un Hollandais. Il fait des jardins un peu partout dans le monde, dont à High Line à New York. Je ne sais pas si vous connaissez. Une ancienne voie de chemin de fer transformée en jardin. Donc lui, c'est un peu le maître, on va dire, des jardins naturalistes. Il a fait pas mal de bouquins intéressants. Ensuite, Gilles Clément, un paysagiste qui a fait plein de bouquins sur
les jardins aussi qui s'inspirent de la nature. Ensuite, Olivier Philippi, c'est un pépiniériste qui est spécialisé dans les plantes économes en eau. Donc, il est basé à Sète. Donc, on s'est fourni chez lui d'ailleurs en plantes, en partie. Et il a écrit des bouquins, par exemple, pour un jardin sans arrosage, ou aussi la Méditerranée dans votre jardin. Et c'est des bouquins qui sont vraiment intéressants parce qu'ils expliquent toute la démarche de comment créer un jardin économe en eau de manière beaucoup plus poussée que ce que j'ai pu faire. Mais c'est assez intéressant. Et puis, donc ça, voilà, vous avez 3 exemples de personnes qui ont pas mal écrit. On vous pouvez retrouver plusieurs livres. Et après, plutôt pour les images, on va dire des comptes Instagram. Pitou Dolph en a un assez étonnamment. Tom Stuart Smith, c'est un autre paysagiste qui est anglais, mais qui fait des jardins un peu similaires, assez beaux. Et puis, moi, j'ai le mien. Bon, je fais beaucoup moins de posts que eux, mais ça peut être intéressant aussi. Voilà, donc pour ceux qui aimeraient aller plus loin. Ok, super, merci. C'est bien. C'est bien que vous appuyez sur vos précédentes réalisations. Ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Ouais, Comme ça, vous savez de A à Z, c'est vous qui avez fait les plans et autres. c'est ça, ouais. C'est Retour vrai des que moi, clients. j'aime bien le plus possible oui, faire des projets, mais du coup, de les voir, les concevoir, c'est intéressant, mais les accompagner à la fois dans la réalisation, mais aussi dans le suivi. Parce que ce que je disais, c'est que le jardin, une fois qu'il est réalisé, finalement, c'est à partir de là que la vie du jardin commence. Et donc moi, c'est vrai que j'aime bien voir comment il évolue. Et donc j'essaye le plus possible d'avoir des suivis. Et après, si en plus je peux prendre un peu de recul sur comment il a évolué, quels ont été ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché, et de partager, je trouve ça intéressant. Oui. Ok, c'est bien.